Bonjour les amis, bienvenue, heureux de vous retrouver pour les visites que vous affectionnez, celles liées à l'histoire de La Rochelle. Allez, petite balade, imaginez-vous qu'on est en l'an 900, ça frétille du côté de ce qui allait devenir la Belle Rochelle, la Grande Rochelle. Ici, porte de Cogne Or, un hameau de pêcheurs. Tout soudain une église, un peu d'activité, le Moyen-Âge installe autour de la place de Verdun le centre de La Rochelle, première enceinte, première fortification, le mur du Moyen-Âge. La ville a du succès, elle pousse ses murs jusqu'ici, elle intègre tout ce quartier comme un des quartiers très porteurs puisqu'on est sur le dur, on est sur rue Pella ici sur la pierre, les petits commerçants s'échelonnent tout au long de la rue du Cordouan et la ville installe sa porte ici à Notre-Dame, une première porte au XVe siècle ici, derrière nous. Ici, cette porte de Cogne, on a l'impression que c'est la belle grande en majesté dont on voit des pierres jaillir là du côté de Domino Pizza. Mais non, la première porte, elle était ici. Et imaginez-vous que toute l'avenue d'Orbigny, c'était un peu comme si vous longiez la cité de Carcassonne, les murs de la cité de Carcassonne. Tout ça, c'était fondation, bastide, protection. Et regardez cette porte-là. Elle nous ouvre directement sur le Moyen-Âge, car il est une partie de La Rochelle que vous méconnaissez, parce qu'elle vous est fermée. Vous connaissez bien l'église Notre-Dame à l'intérieur, si vous allez au concert ou si vous suivez le bon Dieu. Et puis vous connaissez la rue d'Orbigny, mais entre les deux, il y a ce mur, cette porte. C'était une des entrées de l'ancien mur d'enceinte, avec les fortifications du Moyen-Âge, première partie, du Moyen-Âge, deuxième partie, l'enceinte ferrée, troisième enceinte un peu plus loin, et accroché sur tout ça, la force d'une église dont on disait qu'elle était une vraie basilique, on a retrouvé des images anciennes. Tout ça est caché derrière ces murs. Je vous propose, en un clic, d'avoir accès à toutes ces zones secrètes, pas interdites, mais cachées, de La Rochelle. Attention, on franchit le mur, direction l'an 1000. Voilà les amis, ça y est, on est dans les entrailles de la muraille, on est ici au Moyen-Âge, soyez chez vous, vous ne le connaissez pas, soit vous êtes sur la rue d'Orbigny, comme on le disait il y a quelques instants, soit vous êtes dans l'église, mais vous n'êtes pas dans cet interstice qui collectionne des traces du Moyen-Âge ici. Il nous faut des spécialistes pour cette visite, pour le mieux de votre intérêt à vous. Ben écoutez, Anna-Maria Spano, qui est l'adjointe au maire en charge du patrimoine, et qui connaît bien toute cette histoire, sera notre guide, et figurez-vous que, on a aussi notre guide permanent, Jean-Louis Mahé, l'historien, qui connaît par cœur l'histoire d'ici, mais qui n'était jamais venu. Donc les copains se retrouvent, chacun présente à l'autre. Merci de nous accueillir, les amis. Jean-Louis, bonjour. Bonjour. Alors, cet historien qui connaît toute l'histoire, mais qui ne connaissait pas des secrets de cet intermède ici, urbain du Moyen-Âge, urbain du contemporain. Ça serait trop triste de ne pas tout connaître. C'est bien de pouvoir découvrir encore des choses, et aujourd'hui, je suis ravi. Merci Anna-Maria Spano de favoriser notre accès ici. Alors j'ai demandé, regardez les amis en contre-plongée, regardez ce qu'on voit. Là, le clocher, vous le voyez, vous quand vous êtes sur la rue d'Orbigny ou la rue des Cordeliers, mais nous, on est à son pied à l'intérieur, et lui, il est pas attenant à l'église, il est décalé de l'église, et tout cet espace où on est, regardez voir, on a comme un début de grotte là, derrière le chevet de l'église, il est assis sur des histoires de remparts, parce que les remparts de La Rochelle se sont, bon, pour certains, croisés ici en dessous, et ça servait d'assise à une grosse basilique dont on a dit même maintenant, on disait pas que c'était Notre-Dame de Paris, mais c'était une très grosse église. On était sur un point fort, un point dur, un point noble ici. Donc là, on est en haut de la roche, la fameuse roche. On a une hauteur de vingtaine de mètres. C'est la montagne à La Rochelle. Tout le reste, c'est marigot pour les pêcheurs. Après, à l'est et à l'ouest, on a les marécages. Et au sud, on a la mer. Donc là, c'est la seule terre ferme qu'on a. Et donc, à chaque siège, c'est l'endroit où on a attaqué les plus pour voilà. Et c'est le cas du siège de 1572 où ils ont retrouvé ces fortifications médiévales mais modifiées par un Italien, Scipione Vergano, un ingénieur italien. Les Italiens, ils étaient meilleurs que nous. Oui, parce que la Renaissance est arrivée avant en Italie et après en France. Merci pour ces belles traces dans l'architecture rochelaise. De rien. Et donc, on a ici, on va voir tout à l'heure des modifications de fortifications médiévales. Et on se trouve à l'emplacement de la porte de Cogne, qui était la porte utilisée par les rois, notamment, qui venaient de Paris. Et qui demandaient l'autorisation de séjourner à La Rochelle. Genoux par terre, on dit, et qui devaient jurer de respecter les privilèges de la ville. Chose très importante. Alors, ce qui est intéressant à voir, qu'une de ces tours de la porte a été utilisée après les grands sièges, où on a reconstruit l'église. Pour poser les clochers. En fait, on pose les clochers sur une porte
un clocher catholique sur une porte où les rois étaient obligés de s'agenouiller. Ça aide pas à simplifier les histoires religieuses, c'est un symbole. On va entrer, les amis, dans quelques instants, parce que vous allez voir, ça remonte effectivement dans les étages, à travers la roche. On va avancer. Alors regardez, donc tout ce chevet, quand vous êtes à l'angle d'Orbigny et Cordelier, vous ne le voyez pas, vous voyez le clocher, mais regardez dans cette cour. Alors là, vous nous disiez, il y a la trace du mur, Anna Maria. Et puis je garde, parce que Bruno va nous dire quelques mots dans quelques instants. Il connaît des tas d'histoires, Bruno. Alors là, par exemple, il y a un système de pierre là qui est très élaboré là, et on voit la marque du rempart là. Alors ici, vous avez toutes ces parties-là où l'église s'est adossée. En fait, on est sur les chevets de l'église. Là, de l'autre côté, il y a l'autel dans l'intérieur. Et là, vous avez encore les restes de ces remparts du Moyen Âge avec les rajouts de 3 canonnières. Alors ça, c'est les trous qu'on va voir arriver à l'écran là. Ça, c'était cassé, mais ils étaient 3. Hein. Et on est au chevet de l'église, on est quasiment sous le cœur de l'église. Il y a le canon qui était sous le cœur, sous le Seigneur. Là où aujourd'hui il y a l'hôtel, il y avait les canonnières. Donc c'était ouvert sur la direction de Paris. Les gars arrivaient de Paris, on les attendait quand c'était pas pour des bonnes nouvelles. Oui, mais c'est surtout pendant les sièges de guerre de religion de 1772. Alors, quand on avance, donc on a la chance, on est toujours là, pas en surplomb, mais voilà, du chevet de Notre-Dame. Dites, alors, on comprend là, parce qu'étaient les systèmes de vitraux, là, un peu la structure en pierre pour porter les vitraux, que ça avait de l'allure, c'était majesté cette église. C'est pas une église de quartier. C'était une belle église. D'ailleurs, c'est l'emplacement de la toute première église de La Rochelle, qui a été fondée par les moines d'Aix dans l'an 1000, quand La Rochelle a été créée en 1136. Donc c'est vraiment la toute première église qui était très importante, démolie pendant le siège de 1572 par les canons du roi qui tiraient, justement, c'était tous les fronts de la terre ferme où il y avait les rois et son armée. Jean-Louis, ça doit être émouvant alors là, vos premières sensations. Vous êtes là devant un bout de mur que vous n'avez jamais vu, vous saviez qu'il existait mais vous ne l'avez pas vu, il est là, le Moyen-Âge est là, sous nos yeux. Voilà, je connaissais la chronologie mais j'avais pas vu vraiment sur les lieux, les canonnières, je savais l'histoire de cette église, cette première église qui a été détruite, qu'on avait transformée donc comme le disait Anna Maria, pendant les guerres de religion en système défensif, comme toutes les églises, souvent ça servait de plateforme à canon, et donc il y avait des canonnières pour tirer sur les assiégeants. Et donc voilà, c'est toujours assez émouvant et intéressant aussi pour comprendre mieux encore. Attendez-vous à des visites signées Jean-Louis Mahé. Après ces découvertes-là, ça va lui faire un peu travailler le business. Là, il va nous faire des bouquins. Et regardez cette perspective, comme elle est très sympa. On se croirait, à la campagne, dans une ville qu'on découvre. Et puis il y a Bruno. Alors Bruno, c'est un personnage important. On n'imagine pas l'église sans l'ange Gabriel. Eh bien écoutez, on n'imagine pas Saint-Sauveur, ni ici Notre-Dame, sans l'ange Bruno. Bruno, il y a des gens qui disent c'est le bedeau, d'autres disent c'est le sacristain. En tout cas, vous êtes celui par qui la mémoire perdure, parce que vous savez tout, vous vous occupez de l'ordinaire de la maison. On est des anciens qui se répercutent parfois. Alors j'écoute beaucoup les anciens. Et là, vous voyez, il y a un puits ici. Vous voyez. Et là, on est devant un puits, là, alors. Il a dû servir des milliers de fois. Et surtout, c'est cette poutre avec ce crochet, comme ça on mettait les seaux. Il y a toujours de l'eau, d'ailleurs. C'est un des derniers puits de la ville. C'était un puits privé pour l'église, ou les militaires, ou c'était un puits public? Je pense que c'était plutôt un puits public, à mon avis, dans ce quartier-là, oui. Bon, vous savez des histoires, j'imagine, à un moment quand l'église a été assaillie, agressée, des choses ont disparu ou ont été protégées. Lorsqu'elle a servi d'écurie, oui, pendant la Révolution, oui, les 2 piliers en marbre qui sont sous les 2 anges ont été récupérés dans les marais. On le voit, ils sont restés assez longtemps quand même. Et les 2 anges avaient été gardés par des paroissiens qui les ont remis à l'église après. Il faut être copain absolument avec Bruno, c'est un puits de science quand on arrive ici. Il y a ce que l'histoire nous dira, les historiens, les esthètes, etc. Et puis il y a ce que lui qui écoute, qui entend, qui fouille, nous apprend aussi. La conjonction des deux, ça fait la belle histoire et les beaux secrets de La Rochelle. Ah bah, je crois.
Non mais là, il attaque mon humilité, quoi. Bon, je vous propose, les amis, tout à l'heure, venez, les amis, parce que Anna-Maria, vous continuez de nous faire la visite. On a vu cette espèce de grotte. On dit, c'est une grotte dans La Rochelle, c'est quand même pas Lascaux. Non, c'est pas Lascaux, mais ça raconte des trucs. Anna-Maria, passez devant. Vous allez nous éclairer la route. Voilà, j'espère qu'on aura assez de lumière. Alors là, on n'est pas une grotte, on n'est pas une carrière, on est quoi? Alors, nous sommes en train de rentrer dans celle qui était une de deux tours pleines, où les arcades de la porte s'appuyaient. Donc, les deux tours de défense. Qu'est-ce que c'est que ce puits là-haut? Alors, cette tour, elle a été creusée. Quand on a posé les clochers sur la tour, on a creusé un passage pour pouvoir après atteindre les cordes pour faire sonner les clochers à l'époque. Ça sonnait d'ici. Ça sonnait avec les cordes. Aujourd'hui, c'est électrique. Et là, donc, on arrive à la porte. Vous souvenez, les amis, le début du reportage, on s'est arrêté devant une porte. On disait, ben voilà, le Moyen-Âge, c'est derrière cette porte. Ben, nous sommes de l'autre côté de la porte, dans la partie un peu secrète. Donc ça, c'était un accès direct, un accès public. Non, non, là, c'est fermé. À l'époque. À l'époque, là, si on ouvre la porte, on est sur la rue d'Orbigny. Et en face, il y a un immeuble qui était l'autre tour. Et entre les deux, la porte cochère. Et si vous tournez, cher Denis, juste derrière, vous pouvez avoir la porte piétonne, complètement conservée. Et en haut, alors en haut, là-haut? Là-haut, vous pouvez voir la... Voilà, sur les images d'Antoine, la rainure où la flèche était abritée quand on ouvrait les ponts-levis. Parce que c'était un pont-levis. Et la même chose herse ici, alors? Non, pas un herse, un pont-levis. Juste le pont-levis. Avec la flèche. D'accord. Voilà. Bon. Et donc là, on a vous voyez, la maçonnerie qui est très bien conservée. Comment s'appelle la rue en face de nous? C'est la rue du Brave Rondeau, là, qui descend? Perpendiculaire? Tout de suite, oui, c'est ça, qui descend sur le centre-ville. Rue du Brave Rondeau, rue d'Orbigny. Alors, elle s'appelait la rue Notre-Dame. Et donc, c'était une des voies d'accès. Quand je disais que tout le long de la rue du Brave Rondeau, on va le voir tout à l'heure, je vais vous l'expliquer tout à l'heure, on appelait que c'était la cité de Carcassonne d'un côté, et puis, le Marigot de l'autre sur le flanc est. Voilà. Alors, on va s'élever là maintenant dans les hauteurs et terminer sur le chemin de ronde parce qu'il reste un bout de chemin de ronde. Mais voilà. Je passe devant Anna-Maria, hein. Je fais comme chez moi, hein. Je passe devant. Venez. Donc là, on monte où? On monte au clocher? On monte au clocher? On monte sur la plateforme. On monte sur la plateforme, les amis. Alors la plateforme, c'était un des éléments constitutifs de la fortification, un point de surveillance, et vous allez mieux comprendre la géographie. Et là, on est vraiment dans les murs de l'histoire, dans les entrailles de l'histoire. Voilà, premier niveau. Ben, vous avez le clocher au-dessus. Ah, ça va, le son est bon, Antoine? Malgré les prouesses. Voilà, l'escalier ici nous monte au clocher. Allez pas vous mettre dans les trous, hein, Antoine. Et les petits pigeons, ils sont plus trop en état de nuire. Hein. Et voilà, alors là, je vous laisse découvrir sur les images d'Antoine. Donc on est perché, on le voit d'en bas quand on passe rue d'Orbigny. On sent qu'il y a une petite terrasse. Et c'était un point de circulation et de surveillance jadis. Voilà, et regardez où nous sommes. Et l'église est derrière nous, Anna-Maria, superbe. L'église est derrière nous, on est en appui dessus. Donc là s'empile aussi l'histoire à cet endroit-là. Mais oui, là, donc c'est la nouvelle église, construite après les grands sièges où Louis XIII fait revenir tous les catholiques et on reconstruit les églises. Donc, on reconstruit cette église, on reconstruit l'église qui aujourd'hui c'est le temple. C'était l'église des Récollets. Et on construit la cathédrale. D'abord, c'est le grand temple sur la place de Verdun. Et ensuite, ça va être transformé en cathédrale en 1748, la première pierre. Parce que on la voit là-bas, la cathédrale. Hein. Et en fait, le grand temple avait brûlé. Et donc, on construit la cathédrale Saint-Louis, que c'était
le souhait de Louis XIII. On comprend mieux vu d'en haut, Jean-Louis. Alors, je réindique, je le disais tout à l'heure, les amis, vous avez la rue du Brave Rondeau, donc regardez en direction de la Grande Roue. Alors on voit bien que c'était une rue, c'était un axe majeur jusqu'ici à Notre-Dame à l'époque. Et ben tout ce que vous avez sur la droite de l'écran, Carcassonne, la cité, fortification, tout ce qu'il y avait à gauche, Olleté, le Marigot, la ville s'est construite après. Et puis la rue d'Orbigny, Antoine vous le montrait tout à l'heure, elle file là sur le côté, même punition, sur l'enceinte du Moyen-Âge. D'un côté, la ville médiévale est ramassée à l'intérieur du mur d'enceinte, qui arrivait directement ici. Puis de l'autre côté, c'était les ordres religieux, etc. Et puis en contrebas, derrière nous, la petite place des Cordeliers. Jean-Louis, alors dites-moi, vu d'en haut avec ces explications-là, est-ce que vous savez? Ben après, ce qu'on peut compléter, c'est donc ici, on était sur une des tours de la porte de Cugnes. Ouais. Et juste de l'autre côté, il y avait la seconde tour, avec entre les deux, bien sûr, un passage couvert. Ouais. Donc qui abrite, où on voit sur un plan de Claude Masse du début 18e, il y avait un jardin, le jardin du sacristain, et la seconde tour a été abattue en 1741, et donc des maisons ensuite ont été construites. Voilà. Donc ici on était vraiment un lieu névralgique. Les gens qui habitent ces maisons ne sont pas anodines, ils ont un paquet d'histoires sous les pieds. Non seulement névralgique, mais aussi symbolique, puisque comme on l'a déjà dit, c'est le lieu où les rois de France rentraient dans la ville. Donc c'est quand même un lieu aussi chargé d'histoire et d'histoire symbolique. Ouais les amis, bah, sachez que quand on gratte un peu, devant, dehors, dessous, cette ville a toujours des secrets. En dessous surtout. On va rester à l'affût. Merci à Anna-Maria une fois de plus de nous avoir permis ces belles balades. Jean-Louis, vous avez des idées là d'une prochaine visite possible? On voit une porte entrouverte. Ah on va chez le voisin par là. Alors, une idée? Je crois qu'on en a une de prévue la semaine prochaine. Oui. Avec une visite pareille un petit peu dans un endroit qui n'est pas ouvert au public et que je ne connais pas. Ouais. Donc je vais découvrir avec vous, grâce à vous aussi. D'aucuns l'appellent le château d'eau, d'autres l'appellent la glacière. En tout cas, Olay, une incongruité au cœur de La Rochelle. Les gens en méconnaissent l'histoire. Bon les amis, je vous laisse sur les belles histoires d'Antoine vous montrant l'intérieur de cette église Notre-Dame, parce qu'elle reste quand même un poumon battant, en tout cas pour la musique entre autres. Il y a de très beaux concerts ici. Voilà, elle permet que l'histoire s'arrime durablement pour faire de nous des êtres un peu éclairés. Merci Anna-Maria. Je suis très flattée d'avoir montré à M. Mahé un lieu qu'il ne connaissait pas. Monsieur Mahé, alors, vous lettres de créance à madame? Moi je suis très heureux d'être là ce matin, avec le soleil en plus. Ouais les amis, on se retourne et puis on a cette belle vue sur La Rochelle éclairée, ces façades blondes, blanches, baignées de la lumière spécifique à ce beau coin de Rance qu'on adore. À bientôt les amis pour de belles rencontres avec des belles personnes.